Chaque été se repose la question de la prévention des incendies dans les régions d'Europe desséchées par le soleil. Aux États-Unis également, on voit des forêts entières dévastées par les flammes et les pompiers combattent parfois pendant des semaines ce que l'on appelle les tempêtes de feu. Dans la mythologie grecque, Prométhée vole le feu aux dieux et le donne aux hommes. Pour se venger, Zeus leur envoie la boîte de Pandore qui va répandre le mal sur Terre. Si depuis toujours le feu est un bienfait, c'est aussi une malédiction. Abandonnez l'usine, courez, sauvez vos familles. Une fois que le feu a pris en hauteur, un pompier ne peut plus rien faire. On perdait un bâtiment toutes les 16 secondes. La puissance du feu est incroyable. Les incendies existent depuis qu'il y a de la foudre dans le ciel, de la végétation sur le sol et du vent dans les airs. L'homme a domestiqué la terre, mais il reste à la merci du feu. Dans le Wisconsin, le bourg de Peshtigo a émergé des bois au début des années 1830. Les forêts alentours, qui semblaient inépuisables, alimentaient ces scieries hydrauliques. En 1870, il comptait 1700 habitants. 250 d'entre eux travaillaient à la nouvelle usine de bois. On fabriquait des bacs en bois, des seaux en bois peint, des boutons pour l'habillement, tout ce qu'on peut faire avec du bois. Dans le bourg aussi, tout était en bois. Les maisons, les toits, les trottoirs, même les rues étaient recouvertes de sciure. La région se déboisant assez vite, beaucoup de fermiers viennent bientôt s'installer dans le coin. Ces terres étaient bonnes, car les forestiers avaient déjà abattu les arbres. Il n'y avait plus qu'à nettoyer la terre et à l'exploiter. Les fermes prospèrent, mais au cours de l'été 1871, une vague de chaleur apporte la sécheresse dans le Midwest. Il n'avait pratiquement pas plu et aucun travaux d'irrigation n'avait été effectués. Dans la région, les petits ruisseaux et les mares n'avaient plus d'eau. Quand l'automne est arrivé, les feuilles mortes et l'herbe étaient très sèches. La région était devenue une véritable poudrière. Les paysans et les cheminots faisaient des feux pour débroussailler le terrain et des colonnes de fumée envahissaient le ciel d'automne pendant des semaines. Même en plein jour, les bateaux qui croisaient sur le golfe de Green Bay devaient se servir de leurs cornes de brume tellement il y avait de fumée. Au début du mois d'octobre, les nuits se colorent du rouge des incendies de forêt. Les gens étaient tellement habitués à la fumée qu'ils ne se sont pas rendus compte que le temps changeait et que les feux allaient devenir très dangereux. Le vent est un facteur déterminant pour transformer le feu en tragédie. Tous les éléments étaient réunis pour une catastrophe. À la tombée du jour, le 8 octobre 1871, l'horizon rougeoie de plus en plus fort et un ronflement insistant s'installe. Ces incendies sont très bruyants. Les déplacements d'air générés par ces feux peuvent devenir très violents, de 80 à 120 km/h. Ils peuvent coucher un arbre ou arracher ses branches. Les premiers à comprendre le sens de ce ronflement sont les fermiers qui vivent hors du bourg, comme la famille Rees.
Les voisins ont vu que l'incendie allait les atteindre. Ils avaient un champ de blé encore vert. Ils se sont dit qu'ils pourraient s'y réfugier si l'incendie arrivait. Et ils ont proposé à mes arrière-grands-parents de les accompagner. Mais mon grand-père leur a répondu non. Si le feu arrive ici, c'est la fin du monde. Ça ne sert à rien de fuir. Les deux adolescents de la famille ont trouvé une autre solution. Si l'incendie arrive, ils ont décidé de s'allonger dans le lit boueux du ruisseau et de se protéger avec des couvertures humides. La cloche donne l'alerte vers 8h30 du soir. Les hommes se précipitent vers l'usine de bois. Les femmes et les enfants restent à la maison, certains d'y être en sécurité. L'air était tellement chargé de fumée, de poussière, de cendres, de sable et de feu qu'il était pratiquement impossible de garder les yeux ouverts ou de reconnaître quelqu'un dans la rue. De l'usine, les hommes regardent le village en contrebas et s'aperçoivent que leurs maisons sont la proie des flammes. On leur a dit « Abandonnez l'usine, courez, sauvez vos familles ». Mais c'est impossible à cause de la fumée aveuglante et de la chaleur infernale. À cause des braises et des tisons emportés par le vent, les maisons prenaient feu avant que l'incendie ne les atteigne. Les gens étaient obligés de sortir au moment où le gros de l'incendie leur arrivait dessus. Pour beaucoup, les maisons se transforment en véritables bûchers funéraires. Les autres vont se réfugier dans la rivière qui traverse le village. Un homme entraîne sa femme et court au bord de la rivière. Il courait pour échapper au feu tout en tirant par la main une inconnue. Ce n'est qu'en arrivant à la rivière qu'il l'a regardée et qu'il s'est aperçu que ce n'était pas sa femme. Il avait entraîné vers la rivière quelqu'un qu'il ne connaissait pas. La chaleur intense interdit de faire demi-tour. Les gens doivent plonger sous l'eau régulièrement pour se protéger des nuées ardentes. Quatre heures plus tard, les survivants sortent de la rivière et découvrent leur village rasé. Seule une cheminée témoigne de son existence passée. Des cadavres calcinés jonchent le sol. Sur les 1700 habitants de Peshtigo, on compte 700 morts. Autour du village, les pertes sont encore plus terribles. Plus de la moitié des familles ont péri dans l'incendie. Chez les Ress, on retrouve les deux garçons enterrés dans la boue. Ils ont survécu au feu. Les quatre autres, le père, la mère et les deux plus jeunes enfants, sont morts dans l'incendie de la maison. La catastrophe de Peshtigo a fait plus de 1200 victimes. C'est plus qu'aucun autre incendie de l'histoire des États-Unis. Certains corps étaient tellement calcinés qu'il était impossible de les identifier. Il y avait des étrangers que personne ne connaissait. Alors on a creusé une fosse commune et placé 350 personnes dans ce charnier. Mais un événement survenu 400 km plus au sud va bientôt éclipser les malheurs de Peshtigo. La même nuit, à peu près pour les mêmes raisons, la ville de Chicago a été rasée par le feu. Le feu permettait aux habitants de Peshtigo de fertiliser leurs terres et de prospérer. Mais après la tragédie, ils comprennent qu'il leur faut aussi s'en protéger. Le tout nouvel organisme de protection des forêts américaines place toutes les forêts du pays sous surveillance. Dans les années 40, les pompiers des eaux et forêts, également parachutistes, deviennent le fer de lance de la lutte anti-incendie. Mais ils vont, eux aussi, découvrir la terrible puissance du feu.
En 1871, un incendie d'une violence inouïe ravage Peshtigo dans le Wisconsin. Dans les décennies qui suivent, les services des eaux et forêts se battent pour éviter de nouvelles tragédies. Une nouvelle arme pour mener cette guerre est mise sur pied en 1939. Le parachutage de pompiers près des incendies isolés avant qu'ils ne prennent trop d'ampleur. Avant la Seconde Guerre mondiale, le parachutisme n'était pratiqué que par quelques cascadeurs intrépides qui assuraient le spectacle dans les fêtes de l'aviation. L'inventeur des premiers pompiers volants était un ancien cascadeur aérien. La plupart des gens étaient persuadés qu'il devait nous manquer une case. Ça leur paraissait bizarre de sauter d'un avion qui n'avait pas de problème. Le raisonnement était simple. Les pompiers à terre mettaient une demi-journée ou plus pour arriver sur un départ de feu excentré. Les parachutistes pouvaient s'y rendre en 1 heure et éteindre l'incendie avant qu'il ne devienne incontrôlable. Le premier parachutage de pompiers est organisé en 1940 sur l'incendie de la forêt de Nez-Percé. L'opération est couronnée de succès, mais les pompiers traditionnels restent sceptiques. Certains vieux rangers nous regardaient encore de travers. Il nous a fallu au moins 3 ou 4 ans pour arriver à les convaincre de notre efficacité. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pompiers volants avaient fait leurs preuves. Et les eaux et forêts engageaient de nouvelles recrues. Ceux qui revenaient de la guerre et les jeunes qui n'avaient pu s'engager étaient séduits par l'idée de sauter d'un avion pour combattre le feu. C'était une occasion de tester leurs limites et de se couvrir de gloire. Ils avaient l'impression d'être exceptionnels. Sur 125 candidatures, je n'en retenais que 25. Ils étaient triés sur le volet et faisaient partie en quelque sorte d'une élite. On avait le sentiment d'être la crème de la crème. On se faisait parfois de bonnes frayeurs, mais ça donnait un peu de piquant aux choses. C'était ce qui rendait ce job intéressant. Ces hommes, conscients de leurs responsabilités, étaient en première ligne dans le combat contre la violence des forces de la nature. On ne fait pas ce boulot toute sa vie. C'est bien quand on est jeune et qu'on aime les défis. Les recrues devaient avoir une condition physique parfaite et être des parachutistes confirmés. Une erreur et c'était la mort. Dans son film Fireboss, conçu pour la formation, Fred Brower montrait par exemple comment dégager son équipement d'un arbre. Il voulait que ces hommes soient parfaitement entraînés. Je leur répétais qu'on voulait être certains, avant leur première mission, qu'ils seraient capables d'affronter toutes les éventualités. Une fois dans les airs, tout se jouait entre Dieu et eux. Il fallait absolument qu'ils s'imprègnent de ce qu'on leur enseignait. Ils ne sautaient pas de très haut, de 300 mètres d'altitude, voire moins. Ensuite, ils n'avaient que quelques secondes pour réagir. On était en l'air pendant 1 minute et ensuite, à terre, il fallait bosser d'arrache-pied. C'était l'un des boulots les plus durs qu'on puisse trouver. Une fois qu'ils étaient au sol, l'avion larguait l'équipement. La meilleure solution pour arrêter un feu, c'est de le priver de combustible. Les pompiers volants utilisaient de grosses haches et des pelles pour dégager le sol autour de l'incendie et empêcher les flammes de se propager.
Au début de la saison des incendies, en juin-juillet, la plupart des feux sont petits et faciles à éteindre. On les appelle les feux de 10 heures, parce que 2 hommes arrivés sur place en fin d'après-midi pouvaient l'avoir complètement maîtrisé avant 10 heures le lendemain matin. Mais les hommes préféraient les incendies plus dangereux, quand les collines sont asséchées par le soleil et qu'un éclair peut tout embraser. Parce qu'il s'agissait là de lutter contre une force primitive de la nature. Il y a eu quelques accidents au moment de l'atterrissage, mais personne n'a été sérieusement blessé par un feu. À la fin des années 40, les pompiers volants ont gagné leur galon. Avant le début de ce programme, 130 km² de végétation partait en fumée chaque année. Au bout de 9 ans, ce nombre est tombé à 20 km². Comme les soldats qui avaient combattu Hitler, les pompiers volants étaient les héros des services des eaux et forêts. En 1949, 250 jeunes pompiers volants sont disséminés dans le nord-ouest des États-Unis. L'une des bases les plus importantes se trouve à Missoula, dans le Montana, et compte plus de 150 hommes. En juillet de cette même année, les pompiers volants n'ont pas cessé de sauter sur une foule de petits incendies. Mais le mois d'août va être pire. L'herbe et les arbres sont secs et prêts à s'embraser. Les feux se propageaient plus vite. Ils avaient tendance à décoller du sol et une fois que le feu a pris en hauteur, un pompier ne peut plus rien faire. Quand le feu prend à la cime des arbres, il devient incontrôlable. Pour les pompiers, si un feu prend de la hauteur, il ne reste plus qu'à déguerpir et à prier pour qu'il pleuve. Le mercredi 3 août 1949, on repère 3 départs de feu dans la forêt de Yellowstone. L'alerte est immédiatement donnée à Missoula. Star Jenkins et 7 autres parachutistes doivent prendre leur équipement et décoller. On a trouvé les 2 premiers feux. J'étais sur le premier. On n'a pas pu repérer le 3e et le 4e avait été pris en charge par une équipe au sol. Alors, les 4 derniers gars n'ont pas sauté. Ils rentrent donc à Missoula et reprennent la tête de liste des prochains partants. Bill Hellman avait 24 ans et de n'avoir pas pu sauter n'était pas un beau cadeau d'anniversaire. Une alerte est donnée à midi, 2 jours plus tard. De la fumée sort du canyon encaissé de Man Gulch, dans la forêt d'Helena, à l'est de Missoula. L'incendie couvre une vingtaine d'hectares. Les 4 hommes qui n'avaient pu sauter sur Yellowstone et 12 autres parachutistes sont envoyés vers un incendie qui va devenir un véritable cauchemar. L'après-midi du 5 août 1949, une équipe de jeunes pompiers volants enthousiastes et Wagner Dodge, un chef d'équipe expérimenté, décolle à destination d'un incendie situé à l'est de la ligne de partage des eaux qui traverse la forêt Helena. La moitié de l'équipe est composée de vétérans, l'autre de débutants. Pour certains, c'est le baptême du feu. Le versant est se trouve sous le vent, un allié du feu, et les parachutistes en ont un avant-goût dans leur avion ballotté par le vent. L'avion était équipé de ceintures de sécurité, mais comme on ne pouvait s'asseoir dans les sièges à cause de l'équipement, on était sur le sol. On faisait des bonds jusqu'au toit de l'avion et on retombait lourdement sur le plancher. Durant le vol, les vents attisent l'incendie qui s'étend sur plus de 20 hectares. Il est important, mais il peut encore être maîtrisé.
Les gens ont tendance à croire qu'un pompier volant peut réussir n'importe quoi. Et les pompiers aussi, bien sûr. Mais on intervenait rarement sur des gros feux. À Man Gulch, deux types de végétation sont en feu. Des arbres, ceux dont les pompiers ont l'habitude, et fait plus exceptionnel, de l'herbe, qui se consume beaucoup plus vite. Le feu se propage assez rapidement sur les crêtes pour prendre de court une équipe de pompiers à terre. Jim Harrison, ancien pompier volant qui surveille les départs de feu dans l'arrière-pays, voit arriver ses anciens coéquipiers. Il avait été pompier volant pendant 1 an, puis sa mère lui avait demandé de changer de métier. Elle trouvait ça trop dangereux. Harrison guettait le bruit de moteur de l'avion qui amenait les renforts. L'avion approche de Man Gulch. Earl Cooley, qui doit déterminer la zone de largage, consulte son chef d'équipe, Wagner Dodge. Les autres observent leur ennemi. La crête brûle lentement, rien ne semble bien grave. Les pompiers aiment aller au feu. Mais après avoir passé 35 à 40 minutes dans un avion secoué par le vent, pour découvrir finalement l'ampleur du chantier de nettoyage qui les attendait, ils ont dû être déçus. Les hommes ont sauté en 4 groupes. Ils se posent tous sans problème. Mais le vent a dispersé leur matériel sur plus de 500 mètres carrés. Le parachute de la radio ne s'est pas ouvert. Elle est inutilisable. Wagner Dodge ordonne à son second, Bill Hellman, de récupérer la cargaison. Il lui faut presque 1 heure. Pendant ce temps, Dodge part de l'autre côté du ravin pour estimer l'ampleur de l'incendie. L'avion a repris la direction de la base de Missoula. Quand l'avion a atterri, Earl Cooley a fait son rapport. J'étais juste derrière lui et je l'ai entendu dire « Je ne pense pas que cet incendie leur pose le moindre problème. » Mais sur place, Wagner Dodge n'est pas de cet avis. Le feu gagne en puissance et sans radio, il n'a aucun moyen de faire passer l'information. Après avoir rassemblé leur matériel, Bill Hellman et toute l'équipe quittent la zone d'atterrissage et rejoignent Wagner Dodge. Mais ils arrivent en ordre dispersé. Wagner Dodge a remonté les bretelles de Bill Hellman. Il trouvait qu'il batifolait et perdait du temps. Les autres ne savent comment interpréter la tension entre les deux responsables. Ils connaissent mieux Bill Hellman qui les a formés, mais ils savent que c'est Wagner Dodge qui commande. Ces hommes sont enfin réunis. Wagner Dodge craint que les broussailles ne deviennent un piège mortel. Il leur ordonne de faire demi-tour et de marcher vers la source à l'entrée du ravin. Les 15 hommes reprennent leur matériel et suivent Wagner Dodge. Bill Hellman ferme la marche. Il s'agit maintenant de faire une barrière anti-feu le long de l'incendie. Ils auront le fleuve Missouri dans leur dos en cas de danger. Ils avancent difficilement et dérapent sur la pente herbeuse et rocailleuse. Wagner Dodge garde un œil sur le feu, mais garde pour lui ses appréhensions. Une petite crête l'empêche de voir ce qui se trame, mais il sait qu'il doit conduire l'équipe près de la rivière. Et vite. Dodge, tout d'un coup, peut voir le fond du ravin, et il aperçoit des volutes de fumée noire qui montent vers lui. Cela signifie que ce n'est pas l'herbe, mais la cime des arbres qui brûle. En fait, toute la forêt, depuis l'herbe jusqu'à la cime des arbres, est la proie des flammes. Le feu qui paraissait sur la crête est descendu dans le ravin et fonce vers les pompiers à toute vitesse. Dodge ordonne immédiatement à son équipe de faire demi-tour. Mais l'équipe n'a toujours pas saisi qu'il y a un énorme incendie à moins de 200 mètres de là et qu'il se rapproche.
En tête se trouvent deux nouveaux, Robert Sally et Walter Rumsey. Ils portent des outils précieux, de longues scies d'1,20 m de long pour couper les arbres. Mais Dodge passe près d'eux et leur dit en désignant les scies « Posez-moi ces trucs avant de blesser quelqu'un ». Pour un pompier, jeter un outil, une hache, une pelle, c'est comme pour un soldat jeter son fusil. On ne va pas au combat sans fusil et on ne va pas combattre un feu sans outils. L'ordre de Dodge leur fait comprendre l'urgence de la situation. Il n'est plus question de combattre, il faut courir pour sauver sa peau. Avec le vent dans le dos et le feu sur leurs talons, les hommes pensent que leur seul échappatoire est de grimper sur la crête, où généralement le feu est plus calme. Mais ils voient le mur de flammes en train de gagner du terrain sur eux. Deux heures après avoir sauté sur Man Gulch, les pompiers volants décampent devant l'incendie qu'ils sont venus combattre. Leur chef, Wagner Dodge, pompier expérimenté, cherche désespérément un moyen de les sauver. On est passé très rapidement de la routine à une situation d'urgence. Pour aller plus vite, Dodge donne l'ordre de jeter tout le matériel lourd. Son seul espoir, atteindre la clairière derrière les arbres avant l'incendie. Les plus rapides s'échappent, dépassent Wagner Dodge et obliquent sur le côté pour se réfugier sur la crête où l'incendie est moins vif. Mais le feu se rapproche, son rugissement devient assourdissant. Dodge, qui a atteint la clairière, calcule qu'il ne reste que 30 secondes avant que le feu ne les rattrape. Il s'arrête et sort, oui, une boîte d'allumettes de sa poche. Il tente de dire à ses hommes de mettre le feu à l'herbe, mais sa voix est couverte par le vacarme de l'incendie. Notre première réaction a été de nous dire « On a déjà un feu sur les talons et il en allume un autre ». Commandant en second, Bill Hellman, 24 ans, marque une pause dans la clairière. Pour lui, son chef est devenu fou. Bill Hellman a dit « Rien à cirer, il faut qu'on se tire d'ici ». Et tout est parti à volo. Les gars ont commencé à s'enfuir. Dodge commande, mais plus personne ne l'écoute. Les hommes font confiance à Bill Hellman et le suivent. Ils se sont dispersés sur le flanc du ravin. Certains remontent la pente en diagonale pour s'éloigner du feu. Les autres courent tout droit vers la crête. Chacun part de son côté pour sauver sa peau. Walter Rumsey, 21 ans, et Robert Sally, 17 ans, les deux petits nouveaux qui avaient reçu l'ordre de jeter leurs scies, ont couru vers la crête. Arrivés en haut, ils voient des volutes de fumée monter aussi de l'autre côté. Le feu venant du ravin va les atteindre. Ils n'ont pas d'autre choix que celui de s'enfoncer dans la fumée. Arrivés sur l'autre versant, ils sont épuisés et désorientés. Là, par chance, ils sont tombés sur cette coulée de roches et ils se sont aperçus que le feu n'atteindrait pas cet endroit rocailleux. Les deux petits nouveaux, terrorisés, s'accroupissent et attendent que l'incendie passe. En moins de 10 minutes, le feu s'arrête. Rumsey et Sally sont sains et saufs. Ils entendent alors tout près d'eux les cris de Bill Hellman. Ses vêtements sont brûlés, sa peau part en lambeaux. Sally se porte volontaire pour retourner dans le ravin de Man Gulch, chercher une trousse de secours. Mais là, il découvre l'enfer sur Terre. Il croit d'abord que tous ses camarades sont morts. Mais un peu plus bas,
Wagner Dodge se relève des cendres de l'incendie qu'il a allumé avec ses allumettes. Son treillis n'est même pas brûlé. Le feu a pris assez rapidement autour de lui et a aménagé un espace où il a pu s'allonger et attendre que l'autre incendie passe sur cette zone, assez loin pour qu'il ne soit pas blessé. Dodge entend un autre homme. Un des parachutistes, Joe Sylvia, s'est écroulé à une centaine de mètres de là. Mais Dodge ne peut rien faire. Sylvia est brûlée de la tête aux pieds, ses mains ne sont plus que des moignons. Dodge l'adosse à un rocher et lui promet de venir le secourir le plus vite possible. Quelques minutes plus tard, Dodge retrouve Sally et Rumsey. Ils sont les trois seuls à s'en être sortis sans dommage. Dodge sait qu'il y a peu d'espoir pour les blessés, mais il se dirige avec Sally vers la rivière. Si un bateau venait à passer, il pourrait les évacuer vers Helena. La nuit tombe. Personne ne connaît l'ampleur du drame de Man Gulch. Dodge et Sally réussissent à alerter des secours et au petit jour, Bill Hellman et Joe Sylvia sont transférés à l'hôpital d'Helena. Ce matin-là, comme chaque jour, Skip Stratton arrive à la base de Missoula. Fred Brower m'a demandé si je voulais prendre la tête d'une équipe de secours. J'ai dit, bien sûr. Il m'a dit que 2 gars avaient été brûlés dans la forêt d'Helena. Je lui ai répondu que je savais que nos gars avaient sauté là-bas la veille. Et il m'a dit, non, je ne crois pas. Mais Brower savait que Stratton et son coéquipier avaient vu pas mal de combats pendant la Seconde Guerre mondiale. Il savait qu'il pourrait supporter ce qu'il n'allait pas tarder à découvrir. J'ai tenu à envoyer 2 hommes de Missoula parce que c'est nous qui devions nous occuper des nôtres. Pas les rangers ou les gardes forestiers. Quand Stratton arrive sur place, il n'y a plus personne à secourir. 11 hommes morts gisent dans le ravin de Man Gulch. Quand on est arrivé au bord du canyon, la première chose qu'on a vue, c'était tous ces corps alignés à terre. Et là, je me suis demandé comment ils avaient fait pour se laisser surprendre par un si petit feu. C'était impossible, et la plupart d'entre eux n'étaient même pas brûlés. Ce n'est pas la vitesse de l'incendie qui les avait tués, mais les gaz brûlants produits par les flammes. En fait, les gaz brûlent les poumons. Imaginez de la peau brûlée. Là, c'est l'intérieur de vos sinus, l'intérieur de votre gorge, l'intérieur de vos poumons qui est brûlé. Les victimes de cette catastrophe furent les premiers pompiers volants à mourir au feu. Le dernier cadavre retrouvé fut celui d'Eldon Dieter. Il avait 19 ans. On ne le retrouvait pas. J'ai fait passer le coin au peigne fin. On ne comprenait pas où il était. Et on l'a finalement retrouvé sur la crête. Il y avait un pin isolé et quelques souches à côté. Il était derrière l'une d'entre elles. Son bras s'était accroché. Il était resté en l'air. Il avait brûlé. On était passé plusieurs fois à côté de lui et on ne l'avait pas reconnu. À l'hôpital d'Helena, les médecins ne peuvent rien pour Bill Hellman et Joe Sylvia. Les 2 hommes meurent quelques heures plus tard, portant le nombre des décès à 13. Je crois qu'à Man Gulch, tout être vivant était assuré de mourir étant donné la vitesse de l'incendie. Comme les gars qui étaient là-bas et n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. C'était la volonté divine qu'ils se retrouvent sur cette colline, ce jour-là, face à une telle catastrophe naturelle. Comme pour tout accident, il y a eu une enquête. Elle a conclu que ce feu avait été vraiment très exceptionnel. Le vent très fort, les arbres en train de brûler et le feu venant de l'entrée du ravin auraient pris en défaut le meilleur des plans de sauvetage. Wagner Dodge, le chef d'équipe, n'a pas été déclaré responsable des 13 morts.
Certains parents lui ont quand même reproché la mort de leur fils. Le père d'Henry Toll a été particulièrement véhément. J'en ai discuté avec lui. Il m'a dit « Vous êtes tous des jeunes très bien, vous savez ce que vous faites, mais on ne peut pas faire confiance à votre encadrement. Ils ne se rendent pas compte des conséquences de leurs actes. » Il en voulait à Wagner. Dodge s'est fait une obligation de rendre visite à toutes les familles qui avaient perdu un fils à Mann Gulch, même à celles qui lui attribuaient une part de responsabilité dans cette tragédie. Ça a été très difficile. Ils ont été très durs avec Wagner. On n'aurait peut-être pas dû laisser faire, peut-être. Mais il y tenait absolument. Puisqu'on ne l'accueillait pas toujours à bras ouverts, pourquoi a-t-il insisté? Il voulait leur parler. 5 ans plus tard, Wagner mourait de la maladie d'Hodgkin, à l'âge de 39 ans. Beaucoup ont pensé qu'il était la 14e victime de l'incendie de Mann Gulch. Aujourd'hui, les techniques d'extinction ont beaucoup évolué. Les pompiers volants sont toujours les troupes de choc du service de protection des forêts. Mais maintenant, des bombardiers lâchent des retardateurs de feu devant les incendies trop rapides et des hélicoptères amènent de l'eau et du matériel en première ligne. Malgré tout, certains jours exceptionnels, quand le vent souffle sur une végétation desséchée, des incendies peuvent échapper très vite au contrôle des hommes. Oakland, une ville de Californie, en a fait l'expérience à de nombreuses reprises. Les collines qui entourent la ville abritent les plus belles propriétés du monde. De petites routes sinueuses parcourent des coteaux boisés et mènent à des maisons de milliardaires. Ici, la nature est très belle. C'est un endroit de prédilection pour les incendies. Les gens y construisent des maisons qui sont comme des boîtes d'allumettes. Et ils croient que tout va bien se passer. Mais non. En 1991, l'été très aride débouche sur un automne desséché par le soleil. Le 19 octobre, les pompiers ont éteint un gros incendie qui a atteint la cote d'alerte numéro 5, alors que le vent était calme ce jour-là. Le lendemain matin, John Baker, assistant du chef des pompiers, craint de vivre une dure journée. Ma femme et moi, nous allions déjeuner avec quelques amis. Je l'ai prévenue que si on m'appelait, elle devrait rentrer seule et que je serais probablement absent toute la journée. Les pompiers sont retournés sur les lieux de l'incendie de la veille pour récupérer leurs lances et leur matériel. Le vent avait redoublé d'intensité. Il avait ranimé un feu qui avait couvé toute la nuit dans une souche. Un vent très fort, chaud et sec, le Diablo, s'était levé et soufflait sur les collines à 70 km/h. En moins de 16 minutes, tout le quartier résidentiel d'Healer Island, qui comprenait 800 maisons, avait brûlé. Le feu qui avait pris dans la végétation s'était rapidement propagé au bâtiment. À partir de là, il a dégénéré, sautant d'un bâtiment à l'autre. Les gens ont paniqué. Ils ont sauté dans leur voiture et dévalé les routes sinueuses qui descendaient la colline, rendant l'accès au feu d'autant plus difficile pour les pompiers. L'équipement high-tech des pompiers d'Oakland est engagé dans le combat. Mais l'élément le plus important, comme toujours, ce sont les pompiers,
les hommes et les femmes qui s'interposent entre la civilisation et la nature. Les vents étaient si violents que les pompiers avaient du mal à rester debout. Dans ces conditions, il était impossible de contrôler les feux qui démarraient dans la campagne. Les rues de la ville et même les autoroutes n'arrivaient pas à ralentir sa progression. C'est comme un blizzard d'escarbilles. Ça peut très rapidement déborder les pompiers. Nous étions obligés de reculer, encore et encore. Pendant cette course contre le feu, on perdait un bâtiment toutes les 16 secondes. Les pittoresques toits en bois et la densité de la végétation compliquaient encore plus la tâche des pompiers. Les genévriers que les gens aiment planter autour de leur maison s'enflammaient comme des bidons d'essence et explosaient près des maisons. Certains garages étaient construits sur pilotis. Quand les maisons et les garages brûlaient, les voitures dévalaient dans la rue en contrebas. Après l'incendie, les rues sont jonchées de carcasses calcinées. Elles avaient complètement fondu. Les jantes en aluminium faisaient des flaques de métal sur la route. Le goudron avait fondu. La température a dû approcher les 2000 degrés. Rien ne résiste à de telles températures. La moitié des 25 victimes a été surprise dans leur voiture. L'incendie a fait $1,5 milliard de dommages. Mais les maisons ont vite repoussé sur les cendres des anciennes. Les matériaux utilisés résistent mieux au feu. Les habitants participent à des programmes de prévention, mais il est difficile de maintenir le niveau de vigilance. Au bout de 5 ans, ça commence à s'essouffler. Au bout de 7, c'est fini. La population a changé et les gens oublient les mauvaises expériences pour se focaliser sur l'avenir. Dans les villes, les pompiers restent en alerte et les pompiers volants continuent à patrouiller dans les forêts. On les célèbre comme des héros et parfois des martyrs. Ils protègent les gens, mais ils savent tous qu'un incendie résulte d'un concours de circonstances. Quand le vent souffle, que la végétation est abondante et bien sèche, ils ne peuvent pas grand-chose pour empêcher qu'une étincelle ne déclenche un enfer d'ampleur cauchemardesque.